Alors, le Gaokao est le concours le plus important de la Chine qui se tient chaque année au début juin. Au terme des études secondaires pour les adolescents, ils déterminent leur entrée à l'université et certains le considèrent comme le baccalauréat chinois. Est-ce juste et diriez-vous que ces deux examens sont vraiment équivalents? Il faut dire que oui et non, oui, parce que ces deux examens déterminent le futur des élèves, les lycéens, de savoir s'ils peuvent rentrer dans l'université. Mais en France, le cas est légèrement différent, c'est-à-dire que en France, le baccalauréat, c'est l'examen de fin des études secondaires et avec un bac, les jeunes Français peuvent solliciter une place à sein de l'université. Donc, c'est la condition requise et le succès de bac. Donc, c'est pour cela que beaucoup de jeunes Français s'inquiètent beaucoup avant l'examen du bac. Mais Mhm. pour le Gaokao, c'est un peu plus compliqué parce que nous avons notre propre version de bac, c'est-à-dire l'examen de fin d'études secondaires, mais qui a une importance beaucoup moindre par rapport au concours d'entrée d'université, c'est-à-dire le deuxième examen que beaucoup de lycéens souhaitent passer. À travers ce concours, ils peuvent choisir d'entrer dans certaines universités et les universités, elles aussi choisissent les étudiants les meilleurs pour entrer dans leur université. Donc du coup, un concours pèse bien sûr plus sur les élèves et les lycéens qu'un bac selon l'estimation de la partie chinoise du terme. Donc Gaokao est considéré aussi comme l'examen presque le plus difficile du monde. Donc voilà, donc il faut avoir certaines compréhensions de nos enfants en Chine. Alors, pour les élèves français, ils obtiennent un diplôme après le baccalauréat, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, en fait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le baccalauréat marque la fin des études secondaires. Donc, à l'issue de cet examen, donc, on a une sorte de certificat d'études, donc, avec lequel nous pouvons, donc, en France, solliciter donc, une place au sein de l'université. Alors qu'en Chine, nous avons aussi ce genre d'examen, mais avec le diplôme de fin d'études secondaires, nous ne pouvons pas aller directement dans Mhm. l'université, s'inscrire, comme on dit en France, mais plutôt on est obligé de passer encore un autre concours, c'est-à-dire que le fameux Gaokao, mais en fait, en réalité, c'est très diversifié dans son sein, donc selon les disciplines, les géographiques, donc différentes. Voilà. Et tout à fait. Alors, pour des raisons historiques, le cacao a été suspendu pendant 10 ans à peu près, avant de recommencer en 1977. Et le taux de réussite était de 5% à cette époque-là, qui est passé à plus de Mhm. 82% en 2017, l'année dernière. Alors, quelles sont les principales raisons de cette remontée spectaculaire? Il ne faut pas oublier que la reprise de ce système de concours d'entrée d'université est une décision prise à la sortie d'une période mouvementée et donc sans avoir eu suffisamment de temps pour préparer. C'est-à-dire qu'en 77, les gens avaient été informés de la possibilité de passer le Gaokao avec seulement un mois pour préparer. Donc Mhm. c'est presque rien par rapport à un examen de telle importance. Donc la Chine avait également donc perdu cette habitude de formation de jeunes au sein de l'école donc depuis plus de 10 ans. Donc beaucoup de jeunes n'ont pas eu suffisamment d'éducation ni de matière de révision, etc. Donc à l'époque, c'était une époque où l'examen est devenu plus symbolique que donc, de fonctionnel. Mhm. C'est-à-dire que c'est un message, c'est une annonce faite à toute la Chine que nous allons rétablir notre système d'éducation secondaire et puis supérieure pour remettre le pays dans le rail du développement. Donc du coup, donc, à l'époque, donc, beaucoup de gens qui ont réussi, les 5%, donc chanceux, qui ont réussi cet Oui. examen, aidaient bien sûr ceux qui ont été préparés ou n'ont pas oublié leur matière pendant plus de 10 ans, mais aussi ceux qui ont été les premiers à bénéficier de cet rétablissement de système d'éducation, donc qui ont contribué largement donc à la construction de la Chine dans les années à venir. Mais par rapport à ce taux qui est très peu élevé, Mhm. qui est contraint à la fois par le nombre de personnes qui souhaitent passer par l'examen et le nombre de places disponibles au sein de l'université. Mhm. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus heureux
que 40 ans avant, c'est-à-dire 41 avant. C'était parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'universités qu'à l'époque. Et donc les enfants ont une condition de révision et de travail de révision beaucoup meilleure qu'à l'époque. Donc le taux de réussite, à la fois on peut l'expliquer par la régularité de systèmes d'éducation secondaire. Beaucoup de jeunes participent à cette éducation pour préparer leur concours d'entrée. Et de l'autre côté, il y a nettement plus d'offres de place dans l'université aujourd'hui. Il y a plus de place et il y a de plus en plus de moyens pour bien préparer les examens, bien sûr. Et depuis son recommencement il y a 41 ans, le Cao a lui-même connu d'impressionnantes réformes. Alors pourriez-vous analyser les points forts de son histoire de réforme? Il ne faut pas oublier que c'est un examen très important en Chine depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que les Chinois sont connus dans leur histoire même pour leur examen. Donc c'est une vieille tradition en Chine de préparer les enfants à passer les examens, alors que le Cao a été tout de suite rétabli après la Nouvelle République en 50, dans les années 50 de 52, mais qui a été malheureusement interrompu après, et après une suspension de 10 ans, donc en 77, la Chine a rétabli le Cao. Donc le Cao fait un objet d'attention particulière par toute la société, justement parce que c'est considéré comme un moyen pour changer le destin des enfants. Et bien sûr, selon les théories sociologiques, c'est un moyen important pour réaliser l'ascension sociale, la mobilité sociale, pour rajeunir le corps de la société. Donc, effectivement, beaucoup de familles veulent beaucoup miser sur l'examen. Donc, les enfants y préparent aussi, mais bien sûr, avec une telle compétitivité, au sein de ce concours, bien sûr, les voies de questions, de mise en cause de cet examen existent toujours. Donc, nous avons aussi cette habitude d'améliorer le système. Donc, bien sûr, comme vous l'avez évoqué, 41 avant, on a remis en marche ce système d'examen, mais très bientôt, nous avons, c'est-à-dire dans les années 85, nous avons réussi à unifier donc le système d'examen à travers toute la Chine pour garantir cette égalité de chance pour tous les jeunes Chinois de passer cet examen. Mais 10 ans après, c'est-à-dire vers la fin des années 90, en fait, la demande de partout de la Chine a changé, c'est-à-dire les différentes provinces et régions veulent avoir leur propre spécificité dans le système de concours, alors que l'État a de nouveau réfléchi et a donné à différentes provinces cette autonomie, une certaine, pas toute totale, donc une certaine autonomie dans l'organisation de leur examen et la forme prise par ces examens. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons les systèmes 3+1, 3+2, 3+X, etc. Donc ça devient plus compliqué, mais cette diversité correspond à la réalité, c'est-à-dire le besoin des enfants de pouvoir bien réviser et de bien passer ce genre d'examen. Donc cet examen a connu plusieurs étapes de réforme et de changement, et nous venons de vivre la réforme la plus récente, c'est de donner plus de poids au processus d'apprentissage que l'examen lui-même. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas laisser un seul examen décider le destin de l'enfant. Donc du coup, nous avons ajouté le poids dans le note finale, les processus, c'est-à-dire il y a plusieurs étapes dans ces études où on doit passer les tests. Donc il y a des différentes notes cumulées. Donc, on a rajouté cette partie au quotidien dans l'évaluation finale de l'élève au lieu de compter sur un seul examen. Donc, c'est un changement considérable pour toute la Chine et il nous faut encore quelques années pour vraiment mettre en place ce système et son effet est à évaluer aussi. Donc, pour voir si c'est vraiment utile ou nécessaire pour complexifier ce système et d'en juger les effets après. Et toutes ces réformes sont effectuées pour
pour une meilleure égalité entre de différents élèves. Alors, ces 41 ans correspondent parfaitement à une autre histoire. C'est l'histoire de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine amorcée en 1978, c'est-à-dire juste un an après le recommencement de Gaokao. Alors, quelles ont été les influences réciproques entre ces deux événements majeurs de la Chine? Donc en fait, ces deux événements sont tout simplement directement liés. C'est-à-dire que le Gaokao, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un message donné à toute la Chine que nous allons remettre en route, remettre en marche le système d'éducation supérieure. Nous allons accorder donc de l'importance aux intellectuels, aux étudiants, à l'éducation. Donc c'est un message lancé dans le sens où la Chine a besoin d'une réforme, d'ouverture, donc d'un nouveau système de l'économie, sociale, pour se remettre en marche dans le développement économique. Et dans ce sens-là, donc on a toujours besoin des gens compétents pour travailler dans différentes institutions et de compagnies. Donc du coup, ces deux événements-là, donc bien sûr un dans la sphère éducative, l'autre dans la sphère politique et économique, sont en fait donc les différentes facettes d'une même réalité en Chine. D'accord. En fait, on peut dire que le recommencement de Gaokao fait partie aussi à la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. Alors, et surtout, la politique a permis aux étudiants chinois d'aller à l'étranger pour poursuivre leurs études et elle a également permis aux étudiants étrangers de venir en Chine d'avoir accès à l'éducation chinoise. D'après vous, si de plus en plus d'élèves étrangers veulent venir en Chine pour poursuivre leurs études, ce sont principalement pour quelles raisons? Alors qu'il faut voir le système d'éducation supérieure aujourd'hui comme un système ouvert, c'est-à-dire nous vivons dans un monde globalisé. Donc depuis la réforme et l'ouverture, de plus en plus de jeunes Chinois continuent leurs études à l'étranger. Donc c'est une vague qui a connu une grande croissance depuis plus de 40 ans. Et dans le sens inverse, la Chine a aussi une attraction de plus en plus grande sur les étudiants étrangers. Donc ils souhaitent aussi mieux connaître la Chine dans son aspect de la langue, culture, mais surtout parce que la Chine a connu une croissance économique très rapide, et donc les gens sont intéressés par le modèle de développement de la Chine et ils souhaitent venir étudier, mieux connaître la Chine et de collaborer dans le futur avec la Chine. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on constate de plus en plus d'étudiants étrangers qui sollicitent une place d'études dans le système d'éducation supérieure en Chine. Alors, vous travaillez à l'Université des langues étrangères de Pékin et il y a beaucoup d'élèves étrangers qui font leurs études là-bas. Alors, quelles sont les matières les plus intéressantes pour ces élèves étrangers? Il faut dire qu'aujourd'hui, les étudiants étrangers viennent à mon université principalement pour commencer par apprendre la langue chinoise. Cette langue est connue dans le monde comme une des plus difficiles langues parce que le système phonétique et le système d'écriture a un grand écart. Donc il faut apprendre à lire, écrire, parler, tous en même temps. Donc cela constitue une tâche importante et difficile, mais en même temps, ils sont aussi surtout intéressés par les aspects culturels et les aspects de développement économique de la Chine. Donc ils veulent connaître les diverses facettes de la culture chinoise, de mieux connaître les coutumes, d'apprendre à chanter l'opéra de Pékin, d'écrire à pinceau, etc. Donc de l'autre côté, ils veulent aussi mieux rentrer en contact avec les Chinois, donc d'observer leur vie, de mieux comprendre de quelle manière fonctionne la société chinoise et l'économie chinoise. Donc ils ont cette forte sens d'aller vers la Chine. Donc non seulement d'apprendre la langue et les connaissances, mais vraiment entrer en contact avec les étudiants chinois, mais aussi les familles chinoises. La société, la vraie société chinoise. Voilà. Alors, le taux de réussite a manifestement augmenté comme nous avons évoqué tout à l'heure et le nombre de nouveaux diplômés universitaires ne cesse de croître et atteindra cette année, en 2018, les 8,2 millions établissant certainement un nouveau record. Et en revanche, les difficultés à trouver un emploi semblent de plus en plus importantes. Alors, en tant que professeur universitaire, est-ce que vous avez remarqué ce phénomène, ce problème? Alors, croyez-vous que l'élargissement des universités en soit la cause?
Il faut dire qu'en fait, la Chine a une réalité qu'il ne doit pas oublier, c'est qu'elle a une grande population. Mhm. Donc la grande population signifie qu'il y a un certain pourcentage de jeunes personnes à un âge de 18 ans qui souhaitent aller à l'université. Donc ce que la Chine a fait, c'est bien sûr à une période, c'est-à-dire au milieu des années 90, a poussé au développement des universités. Donc nous avons vu une grande période de fusion, de transformation des universités en Chine, donc qui ont agrandi dans le sens de taille de l'université, mais aussi de la capacité d'accueil aux jeunes. Mais il faut dire que parce que cette réforme-là vise à la demande de la jeune génération, c'est-à-dire que Mhm. beaucoup plus de jeunes qu'avant souhaitent aller à l'université. Mhm. C'est-à-dire qu'en Chine, si vous pouvez imaginer, quand seulement 5% des jeunes peuvent aller à l'université, donc la plupart doivent choisir un travail dans les usines ou à la campagne, etc. Ils Mhm. n'auront pas cette chance, cette opportunité, mais une fois l'économie développée, donc ils connaissent une meilleure vie, une meilleure éducation Un secondaire, meilleur emploi, donc voilà. ils veulent aller continuer leurs études à Mhm. l'université, mais donc cette population au sein de l'université, la population estudiantine au sein de l'université augmente au fur et à mesure de ce nombre de générations. Donc c'est-à-dire que nous avons connu une vague de naissance qui est considérable. Donc, c'est-à-dire dans les années 80. Donc du Mhm. coup, dans les années 2008, nous avons eu les premiers pics de baby boom en quelque sorte en Voilà. Chine. Donc les effectifs au sein de l'université ont atteint aussi son sommet. Mais c'est à cette époque-là aussi qu'on commence à connaître la difficulté à la sortie de l'université. Bien sûr, c'est proportionnellement, donc on ne peut pas offrir autant d'emplois tout de suite au diplôme. Alors que quelle serait la raison? D'abord, il y a la raison de structure économique, c'est-à-dire que la société a besoin, bien sûr, de gens mieux diplômés, mais est-ce que les postes peuvent suivre ces exigences? Donc, c'est-à-dire d'accueillir plus de gens diplômés de licence. Maintenant, de plus en plus de postes exigent un master au lieu de licence parce que les exigences de travail évoluent. Deuxièmement, c'est qu'en 2008, nous avons aussi connu l'impact de la crise financière Oui. dans le monde. Donc Mhm. l'exportation de la Chine a connu des chutes. Donc du coup, nous avons perdu beaucoup d'emplois dans ce domaine-là. Donc cela a temporairement causé de la difficulté. Mais troisièmement, donc il y a aussi le développement, une certaine faiblesse dans le côté de développement de la formation professionnelle en Chine. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants veulent aller à l'université sans avoir acquis cette compétence de s'adapter immédiatement à un poste professionnel, Mhm. alors que en réalité, comparant avec les pays occidentaux, par exemple l'Allemagne, beaucoup de jeunes choisissent de faire leur formation professionnelle dans une école au lieu d'aller à l'université parce Mhm. que ces postes-là vont aboutir tout de suite directement à un poste donc professionnalisant, donc qui sont aussi assez bien rémunérés. Et c'est d'ailleurs de plus en plus une réalité chinoise. Donc les postes de techniciens, donc Mhm. de personnes de compétences techniques, donc gagnent de mieux en mieux leur vie, alors que les diplômés d'université ont donc un niveau de salaire stagné. Donc du coup, ces deux niveaux se rapprochent. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, la Chine commence aussi à réfléchir, à développer le côté de formation professionnelle, bien sûr en collaboration avec les pays parfois occidentaux, donc de développer le côté technique, donc design, la créativité, etc. Donc pour la partie de l'université, nous avons aussi réfléchi à pousser les enfants à aller plus loin, c'est-à-dire que licence, ce n'est qu'un commencement. Il faut aller plus loin en master ou de choisir un métier où on peut mettre en valeur ce qu'on a appris à l'université et de pouvoir donc juguler avec d'autres matières, d'autres professions et pour créer de quelque chose qui n'existait pas probablement encore aujourd'hui à l'université. Et c'est justement à ce titre-là, pour cette raison-là, que depuis l'année dernière, les universités chinoises ont connu 1200 nouvelles disciplines. Donc Mhm. c'est-à-dire que les universités réagissent favorablement à l'exigence du marché et nous allons offrir des choses dont on a besoin.
Merci beaucoup et de toute façon, nous souhaitons bon courage à tous les élèves, tous les candidats.